Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 26 mars. Les résultats de la troisième édition de la Coupe Inergex. La saison de motoneige du club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac de cette année. Activité prévue à l'occasion de la Journée nationale des cuisines collectives au collectif alimentaire de Passepébiac. La présence de Jim Export au Seafood Expo Nord-América qui a eu lieu à Boston. 2 projets sur la table à la municipalité de Saint-Siméon sur le point de se réaliser. La MRC de Bonaventure lance son appel de projet culturel pour le printemps 2023. Et votre chronique, rendez-vous. Bonne émission à tout le monde! Tout d'abord, du 16 au 19 mars dernier avait lieu la 3e édition de la Coupe Inergex de Bonaventure et Passepébiac. 37 équipes en tout, de la catégorie Atome à Midget, se sont disputés les honneurs de la région Gaspésie-les-Îles. Voici les résultats de la grande finale de dimanche dernier. Dans la catégorie Atome, les Moussettes 2 Rocher a remporté au compte de 3-1 face aux Brise-Bees Forillon. Dans la catégorie Pee-Wee, le légionnaire Nurushben a remporté au compte de 1-0 face à l'Escouade des Îles 1. Dans la catégorie Bantam, les Caïens Bonaventure ont remporté au compte de 4-0 face à l'Escouade des Îles. Et dans la catégorie Midget, les conquérants Carleton-sur-Mer ont remporté au compte de 5-3 contre les Moussettes 1 Rocher. Alors un gros bravo à tous les participants ainsi qu'aux organisateurs de l'événement. La saison de motoneige tire à sa fin. Malgré les caprices de Dame Nature, plusieurs ont profité des beaux paysages de la Gaspésie encore cette année. Nous avons rencontré M. Donald Walker, le président du club de motoneige Les Aigles Blancs de Passepébiac, pour nous résumer cette saison. Là, la saison de motoneige tire à sa fin. Comment s'est déroulée cette saison cette année? Ça a comme pas bien commencé. On a eu la neige de bonheur. Après ça, on a eu la pluie. On a commencé seulement à demain, le mois de janvier. Mais on n'a jamais arrêté depuis qu'on a commencé. Puis ça tire vers la fin, mais il reste encore, moi j'ai dit, un beau 2-3 semaines peut-être avant que la saison est finie pour le motoneige cette année. Au niveau des membres, c'est-tu comparatif pas mal aux autres années? Pour les membres, c'est comparatif, c'est quasiment égal de l'année passée. Il n'y a pas de problème pour ça. C'est sûr qu'on a eu du temps doux, ça a gelé, il a neigé. En général, l'état des pistes, c'était comment? Parce qu'on sort 4 fois par semaine, puis on regarde la température, on sort quand c'est plus frais la nuit. On a eu plus de misère à garder des pistes belles, mais quand même, les pistes étaient belles cette année. C'est combien de kilomètres, au retour? Nous autres, c'est 112-114 kilomètres qu'on surface, cette club ici. Y avait-tu des secteurs qui étaient plus problématiques? Pas vraiment, mais problématique à cause d'une coupe de place qu'il y a eu les travailleurs de bois. Ça a ouvert des chemins. Mais on organise tout le temps. On veut que le monde gagne leur vie pareil. Puis on organise avec les autres pour que ça passe bien avec l'affichage. Ici, le club des Aigles Blancs, ça va quand même bien? Oui, ça va très bien pour nous autres. En termes de santé, le club est en très bonne santé ici. Y a-t-il encore des places y a-t-il des besoins au niveau des bénévoles pour les années à suivre? Ça, c'est le plus gros problème que tous les clubs ont partout, je pense, à Québec. C'est que les bénévoles sont âgés, sont en diminution. Puis les jeunes, souvent, c'est pas évident, mais c'est dur à attirer des jeunes pour faire des bénévoles. C'est quoi ça implique, être bénévole pour le club ici? Ça implique la maintenance des pistes, mettre les pancartes, les balises, l'entretien s'il y a une tempête, que les arbres tombent pour couper des arbres pour enlever. Juste la maintenance générale ou l'ouvrage qu'on peut donner à rebâtir des ponts. On a refait 2 ponts cette année. C'est des bénévoles qui font ça. Ça demande beaucoup d'énergie pour faire ça parce qu'on a pas mal de passerelles ou ponts à faire, mais on est quand même en bon état avec ce côté-là. Mais comme j'ai dit, ça prend toujours des bénévoles. C'est pas évident à trouver. Il y a eu quand même un bon achalandage. Y a-t-il beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent?
Mais il y a toujours beaucoup de touristes qui passent dans le coin. On voit tous les jours, même aujourd'hui, on a eu des touristes, puis il fait plein de soleil, puis le monde qui vient de l'extérieur, ça arrête pour manger, puis ça passe tout le temps. Il y a encore des touristes dans les pistes. Là, présentement, les pistes sont encore quand même en bon état ou les gens, il faut qu'ils fassent plus attention? Mais nous autres, c'est quand même parce qu'on est tous dans les traits carrés pas mal. On passe pas souvent dans les lots privés. Ça arrive. Mais en général, nos pistes sont en très bon état. Le mois de mars, c'est le mois de la nutrition et le 26 mars, c'est la Journée nationale des cuisines collectives. Une activité est d'ailleurs prévue pour l'occasion au collectif alimentaire situé à Passepébiac. Véronique Simon du collectif alimentaire nous informe à ce sujet. Le 26 mars, c'est la Journée nationale des cuisines collectives. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le 26 mars au juste? Oui, bien sûr. Les cuisines collectives ont été lancées par des femmes et puis elles ont réfléchi par rapport au mois de mars, qui est le mois de la nutrition. Donc, les cuisines collectives, la nutrition, ils ont dit que c'est sûr que c'est en mars. Ensuite, pourquoi le 26? C'est qu'ils ont séparé le 2 et le 6 pour les additionner pour que ça fasse 8, comme le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Et donc, elles ont choisi le 26 en l'honneur des femmes qui cuisinent. Voilà. Puis bien sûr, ici au collectif alimentaire à Passepébiac, il y a quelque chose de prévu pour cette journée. Évidemment. On ne le fera pas le 26 puisque c'est un dimanche. On a choisi de le faire le jeudi 30 mars, qui reste dans la même semaine. Puis on va célébrer ça avec les membres des cuisines collectives du collectif alimentaire et les membres des cuisines de Family Ties également. Et donc, on va les recevoir pour une petite discussion en matinée. On va faire un petit jeu sur le droit à l'alimentation, puis on va clore ça avec une soupe qu'on va leur offrir avec dessert et collation. Là, c'est réservé spécifiquement aux membres? Bien, en priorité aux membres, oui. Le thème de cette année, c'est Rassembleuse. Puis là, on s'est dit que ça serait une belle occasion. Ça fait plusieurs années qu'on voulait faire une activité conjointement avec Family Ties. Et donc, ça a été de soi qu'on faisait l'activité ensemble. Et on réserve donc pour les membres des cuisines. S'il reste des places, par contre, les gens de la population seraient également les bienvenus, entre autres pour la soupe. Et même pour l'activité avant. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, peuvent téléphoner au collectif, voir s'il reste des places pour pouvoir participer. C'est environ une quarantaine de places? Oui, on a prévu une quarantaine de personnes, une quarantaine de places pour l'activité. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, il faut qu'ils se manifestent le plus rapidement possible. Oui, parce que c'est limité. Fait que jeudi prochain, ça va avoir lieu où exactement? On va faire ça dans la salle. Maintenant, le bâtiment, l'ancien bâtiment des Chevaliers de Colomb nous appartient. Donc, on va le faire dans la salle en haut, au 8 boulevard Gérard-des-Lévesques-Est. Puis, ça va commencer, l'activité en tant que telle commence à 10h. On ouvre les portes vers 9h30, accueillir avec un petit café collation. L'activité est-tu gratuite? Oui, c'est sûr que comme d'habitude, il y a les contributions volontaires qui sont les bienvenues, mais on veut que ça soit accessible à tous et toutes, donc c'est gratuit. C'est sûr qu'un événement comme celle-là, ça a besoin de bénévoles. Est-ce qu'il y a encore de la place pour des nouveaux bénévoles pour cette occasion-là? Pour l'événement spécifique, on est déjà bien accompagné. Pour le reste, par contre, s'il y a des gens qui sont intéressés à s'impliquer dans notre organisme, ces personnes-là sont les bienvenues. Vous avez mentionné le droit à l'alimentation tantôt. En avril, il y a quelque chose qui est prévu spécialement pour ça? Oui. En fait, dans le moment, au Québec, il y a une tournée de consultation sur le droit à l'alimentation qui est réalisée par le regroupement des cuisines collectives du Québec. Et donc, nous ici, ils vont venir nous visiter en avril. Donc, c'est un petit... à la Journée nationale des cuisines collectives, on va avoir une petite introduction déjà avec les membres pour sonder un peu leur point de vue quant au droit à l'alimentation. Puis, c'est sûr que ces mêmes membres-là et même la population sera invitée de nouveau en avril, fin avril, 26 ou 27, pour venir à cette consultation-là qui devrait déboucher éventuellement sur une loi cadre pour le droit à l'alimentation. La semaine dernière, les acteurs de l'industrie des pêches se sont réunis à Boston pour le Seafood Expo Nord America, l'événement le plus important de ce secteur en Amérique du Nord. L'organisme Jim Export y était présent encore cette année et André-Pierre Rossignol, qui est conseiller senior à l'expédition chez Jim Export, nous en parle.
Gymexport, c'est un organisme à but non lucratif là, qui existe depuis 1996. Donc, on vient de célébrer notre 25e année d'existence il n'y a pas longtemps. C'est une organisation qui a pour but d'appuyer les entreprises de la Gaspésie et des îles de la Madeleine là, qui ont des produits, des services à exporter, à commercialiser. Donc, on a plusieurs volets d'activité, notamment le volet peut-être le plus connu d'exportation. Donc, on appuie les entreprises qui veulent aller en dehors des frontières du Québec, du Canada. Mais on appuie aussi les entreprises au niveau de la commercialisation au Québec. Là. Donc, on est vraiment une organisation, puis on fait toutes sortes de services pour aider les entreprises, là, autant en recherche de marché, en études, on fait des recherches d'informations, on peut aider aussi à faire des demandes d'aide financière, on fait de l'accompagnement là, dans les salons commerciaux, au niveau de la logistique de transport, questions douanières, documentation, etc. Donc, on agit vraiment à plusieurs niveaux. D'accord. Puis là, dernièrement, vous avez participé à un événement super important qui a eu lieu à Boston. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, absolument. Donc, l'événement, là, c'est le Seafood Expo North America, anciennement connu et encore probablement connu sous le nom de Boston Seafood Show. Donc, c'est un peu le terme que les gens utilisent. Donc, c'est un événement qu'on appelle une foire commerciale là, dans lequel les entreprises du secteur des poissons et fruits de mer peuvent aller pour exposer leurs produits, mais aussi rencontrer des clients, des acheteurs potentiels, voir un petit peu là, l'ensemble de l'industrie réunie au même endroit. Puis l'événement de Boston, il y a une certaine particularité pour nos entreprises de la région ici. En réalité, c'est que autant par son emplacement, c'est-à-dire à Boston, là, donc on saura qu'on exporte entre 80 et 90% de nos produits aux États-Unis, donc c'est notre marché primordial ici pour les entreprises de la région. Et aussi son emplacement dans le temps, juste un peu avant le début de la saison, donc ça permet là, aux entreprises de discuter de prix, d'approvisionnement, de quotas, donc d'être un peu plus concret parce que la saison va commencer dans les prochaines semaines. On n'a pas encore de date précise, donc on sait qu'on est à l'aube de la saison, donc les gens, ça leur permet d'établir des contacts concrets et de prendre des ententes. Ça fait plusieurs années que vous participez à cet événement. Absolument. On a participé là, plusieurs fois depuis 26 ans qu'on existe maintenant. Moi, là, c'est ma 7e participation. Ça fait 10 ans que je travaille ici. Évidemment, il y a eu 2 années dont l'événement n'a pas eu lieu en raison de la COVID. L'an passé, c'était la première reprise après 2 ans d'absence. Ça a été bien, mais il y avait quand même beaucoup d'absents. On avait encore des contraintes au transport. On parlait de tests pour passer les douanes, etc. Donc, il manquait quand même des gens. Cette année, c'était plein. Autant en termes d'exposants que de visiteurs, la salle était pleine. Il y avait autant, sinon plus de monde qu'avant le COVID. Donc, on a vraiment senti une belle vitalité à l'événement. Et il y avait du monde. Puis c'est vraiment des exposants de partout dans le monde. Absolument. Des foires commerciales comme ça, il s'en tient quand même un peu partout sur la planète. Donc, tu sais, Boston, évidemment, en étant en Amérique du Nord, mais il y a un peu plus d'exposants de l'Amérique du Nord, mais il y a des exposants européens, asiatiques aussi. Le prochain événement va avoir lieu à Barcelone au mois d'avril, donc c'est comme l'événement le central de l'année. Donc c'est le plus gros, donc c'est vraiment la grande messe. On a vraiment des gens de partout qui vont être là, mais évidemment, là, il y a toujours des gens de partout. Puis c'est ça qui est intéressant, ça nous permet de voir là, qu'est-ce qui se fait ailleurs, de faire un peu une veille stratégique sur les produits, les emballages, les équipements. Donc c'est vraiment intéressant. Puis là, cette année, vous avez accompagné l'entreprise Fumoir d'Antan. Absolument. Donc, Fumoir d'Antan, une entreprise des îles de la Madeleine qui est un peu en processus de relève, c'est-à-dire que les jeunes reprennent l'entreprise, on dira pas des vieux, mais de leurs parents et leurs oncles. Donc, c'est super intéressant. Ça leur a permis de voir cet événement-là pour la première fois. Donc, grâce à un partenariat avec Desjardins là, qui ont pu les appuyer à faire ce déplacement-là. Ils ont pu voir là, un peu comment ça se passait, voir d'autres produits similaires, comparables aux leurs, compétiteurs ou pas. Ils ont pu voir aussi là, des équipements qu'ils vont pouvoir utiliser, évaluer pour le projet d'agrandissement de leur entreprise. Donc, c'est super intéressant. C'est des jeunes, ça leur a permis de voir qu'est-ce qui se passe, puis de vraiment là, de prendre le pouls de l'industrie, puis de réaliser qu'il y a des possibilités grâce à des nouveaux équipements, des nouveaux emballages, des nouveaux types de produits. Donc, ils ont pu aussi tisser des liens avec des clients potentiels. Donc, ça a été super intéressant là, pour nous d'accompagner à l'événement. C'était une première? C'était pas la première fois que vous accompagnez une entreprise d'ici? C'est pas la première fois. Alors, je vous dirais, de façon générale, beaucoup d'entreprises du secteur des pêches, ils vont par eux-mêmes, ils sont là de tous les ans depuis très, très, très longtemps. Donc, on est vraiment en appui, mais c'est certain qu'on a déjà accompagné une entreprise pour la première fois là, en Asie, surtout en Chine. On les accompagne aussi en Europe. Mais à Boston, là, on est vraiment plus en appui. Puis occasionnellement, évidemment, on a des nouvelles entreprises, mais on a des entreprises ici qui sont établies depuis 50, 100 ans. Donc, c'est certain qu'ils sont déjà habitués de participer à ces événements-là.
Au niveau de Gym Export, y a-t-il des choses à surveiller prochainement? Y a-t-il des choses qui s'en viennent? Mais c'est certain que, je vous ai mentionné un peu plus tôt, on va participer là, à l'événement de Barcelone au mois d'avril, donc c'est le grand événement mondial du secteur. Donc, c'est certain que nous, on va y participer parce que c'est vraiment important d'assurer une présence du Québec à l'événement. Je vous dirais que l'événement a lieu à la fin avril, donc en pleine saison de production ici, autant de crabes que de homards. C'est plus difficile pour les entrepreneurs de se déplacer, contrairement à Boston qui est au mois de mars. Donc là, on prend un peu le relais et on va un peu représenter l'ensemble des entreprises sur les lieux. Donc, on va nous permettre de tisser des liens, ramener des contacts, voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, vraiment, là, je pense que c'est vraiment à surveiller pour nous. Là. Une autre belle municipalité de notre belle région qui a beaucoup de projets sur la table est la municipalité de Saint-Siméon. Nous avons rencontré M. Denis Gauthier, le maire de la municipalité, pour nous en parler. Saint-Siméon, c'est une municipalité riveraine, sur le long de la baie des Chaleurs. Ça me fait plaisir de le dire assez souvent, on est le cœur de la MRC, on est en plein centre de la MRC, géographiquement. Fait que tous les gens qui travaillent dans la MRC transitent par chez nous tous les matins, ils passent, ils fréquentent nos différents commerces. Saint-Siméon, c'est une municipalité qui est principalement résidentielle. On vient de passer le cap des 1200 habitants. Alors, démographiquement, depuis 3 ans, on augmente tout le temps. Là, on est à 1209. Début de mandat, moi, il y a près de 6 ans, on était à 1143. Fait que tranquillement, on augmente, notre population augmente. Ça maintient aussi nos élèves à l'école, fait que ça garde notre municipalité bien vivante. Saint-Siméon, c'est une municipalité aussi qui a beaucoup d'organismes qui œuvrent au sein de sa localité. On a un site de l'île, on a un camp de jour pour les enfants l'été, on a une rampe de mise à l'eau communautaire pour les gens au site de l'île, justement. On a un centre plein air qu'on s'apprête à rénover. On a un centre multirécréatif aussi où différentes activités peuvent avoir lieu, un parc pour les enfants, il y a du soccer qui joue à l'occasion avec d'autres municipalités. On a une patinoire extérieure l'hiver. On a un centre communautaire, on a plein d'activités, puis on a aussi ce qu'ils appellent les sentiers pédestres et cyclables, avec nos sentiers de ski de fond au centre plein air. Mais les sentiers pédestres et cyclables sont des sentiers qui sont en place depuis 1999, puis qui font la joie à tout le monde, puis il y a bien des gens de l'extérieur qui viennent. Ça allonge le long de la rivière, puis c'est un peu ça la topo de Saint-Siméon, ouais. Puis là, présentement, vous êtes en voie de réaliser 2 gros projets. Oui, on a 2 gros projets en marche, justement. 2 projets qui ont été initiés en 2019, c'est-à-dire 24 logements pour personnes âgées en légère perte d'autonomie, avec services de restauration et puis de repas. Puis on a également, ce qu'on travaille depuis 2020, la réfection complète de notre centre plein air au rang 3. Centre plein air, la durée de vie utile est terminée, puis qu'il faut procéder à des rénovations majeures, c'est-à-dire à la reconstruction d'un nouveau centre plein air. D'accord. La réalisation de ces 2 beaux projets-là, ça devrait se faire quand? Dans un premier lieu, le 24 logements, le contrat a été donné. C'est une firme de la région. Puis les travaux, si le météo le permet, devraient débuter aux alentours du 25 avril. Préparation de terrain, décapage, puis ils vont couler les fondations. Fait que ça va débuter le 25 avril. Le projet des 24 logements, c'est surtout, ça vise quelle clientèle au juste? Ça vise une clientèle âgée, principalement d'âge âgé environ de 75 ans, et puis en légère perte d'autonomie. C'est-à-dire c'est des gens qui ont besoin qui vont pouvoir se faire des repas, qui vont avoir des logements adaptés pour eux autres, ils vont avoir un ascenseur pour aller au 2e. Si tu as un triporteur, il va y avoir un endroit pour pouvoir mettre ton triporteur. Tout va être fait pour des gens qui sont en légère perte d'autonomie. Est-ce que le terrain est déjà choisi? Oui, le terrain choisi, c'est le terrain. C'était notre code part dans ce projet-là comme municipalité, c'était faire un don de terrain. Il fallait trouver un terrain. Il fallait faire des branchements de caducs puis d'égouts, des crédits de taxes foncières pour 35 ans. Faire la préparation du terrain. Alors, le terrain va être situé sur la première avenue. Ça va être situé sur l'ancien terrain de balle qu'on avait à Saint-Siméon à notre centre plein air, au centre multirécréatif plutôt. Et puis, ça va être situé sur la première avenue, tout près de l'école, en plein cœur du village. Pour le centre plein air, lui, il va avoir lieu où? Il va avoir lieu à l'endroit actuel où est l'ancien centre plein air, c'est-à-dire au rang 3S. Il va être rebâti exactement au même endroit. Là. Il va être orienté de façon différente, mais ça va être un nouveau bâtiment là, avec toutes les normes, les nouvelles normes applicables au niveau du Code du bâtiment pour 2023. Encore là, ça va être là pour plusieurs générations comme bâtiment, puis il va servir à l'année. C'est quoi les activités au juste qui va s'y dérouler? Bien, présentement, au centre plein air, c'est surtout des activités hivernales. On a le ski de fond, on a la glissade, on a une belle grosse pente en avant avec
un air de départ là, pour que les gens puissent glisser, les enfants puissent glisser. On a les sentiers de raquettes. Adjacent à ça, tout près, on rentre en bas, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est la piste cyclable et pédestre. La piste cyclable et pédestre, elle, à part du village, ici à Saint-Siméon, de la route Poirier, puis de la route Arsenault, puis elle se rend jusqu'au centre plein air. Tu peux y aller au centre plein air à vélo, tu peux aller à pied ou faire même du fight bike l'hiver là, dans le sentier. Il est entretenu à l'année tout le temps. En plus, au centre plein air, souvent, puis ce qui est très apprécié, c'est un endroit où les gens peuvent socialiser. Surtout les gens qui sont à leur retraite l'après-midi. Il y a beaucoup de gens qui vont jouer aux cartes puis qui vont socialiser dans l'après-midi parce qu'il y a un service de restauration qui est là. Puis les gens peuvent aller puis se prendre un café puis jouer aux cartes puis socialiser dans un endroit qui est vraiment agréable. De plus, à tous les ans, il y avait eu une relâche durant la pandémie, mais que ça s'est revenu en force cette année. On a ce qu'on appelle le plaisir d'hiver. C'est une activité, c'est un carnaval, mais d'hiver, avec différentes activités, puis ça se tient sur 3 jours. Fait que c'est une activité qui se passe au centre plein air, puis qui a été très, très appréciée cette année, puis qui va revenir encore les années prochaines. Vous souhaitez développer un projet culturel? C'est le temps de déposer vos demandes d'aide financière. La MRC de Bonaventure vient de lancer son appel de projet culturel pour le printemps 2023. Madame Nathalie Martin, agent de développement culturel au sein de la MRC, nous informe à ce sujet. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi une entente de développement culturel au juste? Bien, une entente de développement culturel, ça se négocie entre le ministère de la Culture et Communication et une MRC ou une municipalité, par exemple. Mais dans notre cas, à nous, c'est une MRC. Donc, ça se négocie suite à une politique culturelle qui est implantée au sein de la MRC et vient avec ça un plan d'action. Et l'entente de développement culturel, nous octroie des fonds. Il y a une partie qui vient du ministère de la Culture et des Communications, une partie aussi qui est injectée par la MRC. Et ça donne en fait de l'argent pour pouvoir réaliser des projets. D'accord. Puis là, la MRC, vous venez de débuter, de lancer le projet culturel pour le printemps 2023. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi? Oui, en fait, l'appel à projet, ça permet à des individus, à des organismes de déposer des projets. Parce que dans une entente de développement culturel, la MRC, nous, on développe des projets à l'interne, soit en partenariat avec des organismes ou même des individus, ou complètement à l'interne. On déploie des projets qui, on espère, vont avoir un impact sur l'ensemble de la MRC. Mais les appels à projets permettent aussi aux gens de l'extérieur de pouvoir déposer des projets en culture. Donc, 1 ou 2 fois par année, comme ça, on ouvre un appel et puis là, on vient d'en ouvrir un pour ce printemps 2023. OK. Là, l'appel, c'est ça vise plusieurs objectifs du plan d'action. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi au juste les objectifs qui sont visés? Oui. De façon générale, il y a toujours les objectifs qu'on vise, soit de rendre la culture la plus accessible et de rendre la culture la plus mobile aussi sur le territoire. Mais dans cet appel-ci, on vise spécifiquement aussi d'avoir une action envers les jeunes et les enfants et aussi des actions pour valoriser le patrimoine. Donc, c'est les deux plus spécifiques là, qu'on a pour ce printemps-ci. OK. Puis qui peut déposer un projet? Autant les individus, les artistes ou artistes en voie de professionnalisation, mais on n'a pas besoin d'être artiste pour déposer un projet en culture. Il y a aussi les organismes à but non lucratif qui peuvent le faire. On a un engagement envers les Premières Nations aussi. Donc, le Conseil de bande de Gaspé-Gag peut déposer aussi dans cet appel à projet. Et puis, les municipalités peuvent le faire aussi pour des projets spécifiques. OK. Là, c'est sûr qu'il y a des dates à respecter. Les gens, ils ont jusqu'à quand? On a jusqu'au 28 avril 2023 pour déposer un projet. On a jusqu'au 31 mars de l'année prochaine, 2024, pour le réaliser. Et puis, on offre, dans cet appel à projet-ci, on offre une aide qui peut aller jusqu'à 12 000 $ et qui peut couvrir jusqu'à 75 % des dépenses admissibles. Donc là, on s'entend que c'est pour des projets spécifiques. On ne va pas financer, par exemple, le fonctionnement d'un organisme, les salaires des employés, pas ça. C'est pour des projets spécifiques. Puis pour vous donner une idée du genre de projet, parce qu'on se dit quel genre de projet est acceptable dans une entente de développement culturel et dans la nôtre spécifiquement, là. Quel genre de projet est acceptable, sous quel angle il faut déposer un projet. Je vais vous donner un exemple d'un projet qu'on a financé au dernier appel, justement, qui va vous donner une belle idée
de ce qu'on souhaite appuyer comme projet. On a reçu, par exemple, un projet qui a été déposé par 2 artistes, Élodie Samuel-Leduc et Fatou Minou. Ils ont proposé, elles, de créer une correspondance intergénérationnelle. Ils ont ciblé des groupes d'étudiants du secondaire et des groupes de personnes âgées dans des résidences, des foyers pour personnes âgées. Et ils ont, comme ça, créé une correspondance, donc de l'écrit, par la création de littéraire. Ils ont créé un échange comme ça entre 2 générations. Et elle se transformait en factrice qui amenait les lettres d'un espace à l'autre et puis animait tous ces ateliers-là aussi. Et de là, ben après ça, ça a donné des choses qu'ils n'avaient même pas prévues. Tout de suite, les gens ont voulu se rencontrer. Donc, voyez-vous qu'au-delà même du projet, il y a après ça un désir même de se revoir. Ça a créé un désir de rencontre entre des générations différentes par la créativité. Puis le projet va donc même au-delà de ce qu'il proposait, parce qu'après ça, les gens ont même l'envie de se revoir. Fait que, comprenez-vous que ce qu'on espère appuyer, c'est des projets qui souhaitent amener la culture partout, mais directement dans la vie des gens, et de leur faire participer à cette culture-là. Donc, on ne veut pas des projets où les gens sont uniquement spectateurs, mais on espère que les gens nous proposent des projets où les gens ont à s'impliquer dans cette créativité-là et que ça ait un impact même au-delà du projet. Ça, c'est comme l'idéal. Fait que je vous cite ce projet-là parce qu'on l'a financé lors du dernier appel à projet à l'automne dernier. Puis il fait vraiment parler de lui actuellement, là. C'est vraiment un projet porté par le cœur, puis qui a eu un impact vraiment beau, même au-delà des attentes. Il y a eu une entrevue à Radio-Canada, il y a eu plein de publications aussi, des écoles qui ont participé, plein de monde se l'est relayé. Fait qu'il a vraiment fait parler de lui pour les bonnes raisons, parce que c'est justement un projet qui a eu un impact au-delà même de ce qui avait été déposé, là. Okay. C'est quoi la meilleure façon de déposer un projet? Bien, premièrement, je vous conseillerais d'aller sur le site de la MRC. Je le conseillerais à tout le monde, d'aller sur le site de la MRC et dans l'onglet Culture, qui est sous l'onglet Développement des collectivités, vous allez trouver l'onglet Culture. Et là, il y a à la fois la politique culturelle qui est publiée là, il y a le plan d'action en culture qui est là, il y a tous les formulaires de dépôt de projet, il y a même un guide pour les promoteurs aussi. Et n'hésitez surtout pas à me contacter pour des fois valider si le projet que vous avez en tête cadre dans les objectifs qu'on a aussi. Puis comme ça, bien, j'écrirai pas le projet à la place des gens, mais je peux tout à fait guider les gens à ce que leur projet qu'ils soient sûrs si leur projet est admissible ou pas. Et voici votre chronique Rendez-vous. Il y aura une convocation à l'Assemblée générale annuelle de votre Caisse populaire Desjardins du Centre-Sud gaspésien le 3 avril 2023 à 18h30. L'AGA sera disponible via Accéder. WIS militaire vendredi le 7 avril à 20h au club des 50 ans et plus de Chandler au profit de Diabète Pabot. Faites vos tables. Bienvenue à tous. Pour information, Monique au 418 385-2333 ou au 418-616-1715. Vous pouvez nous faire part de vos activités en communiquant à Télévac par courriel au courrier à commercialtélévac.com, par télécopieur au 418-752-6559 ou par téléphone au 418-752-6558. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 26 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!